Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Confessions créatives. Et comme vous le savez, à chaque fois, c'est de différents univers, des photographes, des réalisateurs, des artistes, des peintres. Donc voilà, aujourd'hui, on reçoit un autre artiste. Il va nous faire voyager dans son univers de photographie. Donc restez avec nous pour suivre tout ça en direct. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, on reçoit un photographe. Et moi, j'ai pour habitude de l'appeler le Mohamed Ali de la photographie. Bonjour Mohamed Ali. Bonjour Massara. Ça va? Ça va très bien. Bienvenue dans Confessions créatives. Tout le plaisir pour moi. Alors, aujourd'hui, on est à Paris. Loin de tes objectifs, de ton cadre habituel, entre guillemets. Et on veut savoir un peu qui est-ce que tu es pour la diaspora aussi parisienne. Qui est Mohamed Ali? Un petit 360 pour qu'on comprenne un peu le personnage. Je n'ai pas pour habitude de me présenter. Je suis Mohamed Ali Diabaté, réalisateur, photojournaliste, chargé de communication et gérant de l'agence de communication Visualis Africa. Donc, diplômé d'une école de communication, j'ai un master en production audiovisuelle. Donc, en résumé, c'est ça Mohamed Ali. Ok, on sait que Mohamed Ali est né tu es né à Cocody. Ensuite, tu vas grandir à Abobo. Et à Bobo, quand on parle de cette ville-là en Côte d'Ivoire, ça fait référence entre guillemets à tout ce qui est insécurité, tout ce qui est un peu délinquance. Enfin voilà, on a beaucoup de clichés concernant cette ville-là. Toi qui as grandi là-bas, parle-nous un peu d'Abobo et puis de ton rapport aussi avec cette ville. Déjà, je pense que Abobo, c'est toute ma vie. Et quel quartier déjà? Abobo Colatier. Okay. On va dire Abobo Colatier. Donc, Abobo, c'est toute ma vie, c'est toute mon enfance, comme on le dit. J'ai grandi à Abobo, j'ai fait toute mon enfance à Abobo. Pour moi, Abobo, c'est un quartier populaire, comme tout autre. Donc, comme on l'a dit, hein, il y a forcément des clichés sur Abobo, mais je pense que pour quelqu'un qui a grandi à Abobo, forcément, il a l'esprit de guerrier, de persévérance et de résilience surtout. Donc, ouais, c'est tout ce que je peux dire sur Abobo. Hein. Mais il y a aussi la vie de partage, tu vois. Ouais. Donc, moi, quand on me parle d'Abobo, je pense que la seule chose à laquelle je pense, c'est d'abord mon enfance. Mais après, je crois en 2019, j'ai réalisé un film documentaire que j'avais appelé Les Enfants Charognards, qui avait été nominé au FESPACO et qui avait remporté le prix du meilleur film documentaire court-métrage à la nuit du 7e art et du cinéma ivoirien. Et qu'est-ce que tu montres dans ce documentaire? Dans ce film documentaire, j'ai essayé de travailler sur un sujet qui traitait sur le travail dangereux des enfants dans les zones urbaines. Et c'était mon film de soutenance de master. Mais à la suite du film, tous les enfants que j'ai eu à suivre dans ce film, ils ont pu avoir un travail. Les enfants étaient d'Abobo, mais ils étaient dans une zone un peu dangereuse, il faut le dire. Mais après, ayant grandi dans cette commune, pour moi, la connexion était vraiment facile avec ces enfants. Donc j'ai dû les suivre pendant 6 mois, retracer leur réalité et après essayer de leur faire comprendre qu'on peut naître d'Abobo, mais être des grands demain. Parce que moi, avec mon métier, faut le dire, alhamdoulilah, j'arrive à fréquenter des endroits un peu privilégiés en griffe. Donc j'ai essayé d'inspirer ces enfants-là à travers ce film. Et après ce film, avec le HCR, ils ont pu avoir des activités génératrices de revenus. Donc j'ai pu sortir ces enfants-là de ces endroits avec l'influence de ce film. Donc je pense qu'avec notre métier, en plus de faire rayonner, faire briller les gens, on peut aussi influencer positivement notre environnement. D'où ma question de quel est ton rapport à Abobo, quel regard, etc. Mais c'est super intéressant aussi ce que tu expliques, parce que voilà, toi, tu grandis dans cette même ville-là, et aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, tu as une réussite parce que tu évolues dans un secteur d'activité très intéressant, qui est l'audiovisuel, on va en reparler. Mais quand on est à Bobo, quelle est la référence qu'on a en termes de modèle, de réussite, qui nous inspire? Parce que toi, aujourd'hui, tu as une inspiration pour ces jeunes, mais toi, qui t'a inspiré à Bobo? Déjà, je pense que mon inspiration, c'est sur 2 volets. Le premier volet, comme je l'ai dit, être à Bobo, ce n'est pas forcément la violence, mais moi, je pense que c'est la résilience.
Tu vois, donc cet esprit de guerrier-là, moi, ça me suit partout, je suis partout dans le monde. Et c'est un avantage. Donc, comme on le dirait, quelqu'un qui grandit à Bobo, il a un esprit de résilience. Si, avec des connotations, donc si on le dit, quelqu'un qui est peut-être né à Cocody, qui n'a pas forcément l'esprit de résilience, donc quand on le met en compétition avec un enfant qui est né à Bobo, donc dans la tête, tu as déjà gagné tous les combats à 90%. Donc en termes de référence, mon père, c'est mon modèle. Il a toujours été mon modèle. Parce que pour moi, mon père, il me l'a toujours dit, pour arriver loin dans cette vie, il y a deux volets. Il y a le volet professionnel et il y a le volet savoir-faire. Donc, en plus de mon métier, en plus de mes compétences, en plus de mes aptitudes, j'ai toujours marché avec la foi, avec la crainte de Dieu et avec les valeurs en fait, de l'être humain. Donc, c'est ce qui m'accompagne et c'est ce qui renforce un peu mes compétences. C'est pas vu le sujet du jour, mais ton père, quand même, c'est un docteur, c'est ça? Mon père est médecin. Il est docteur de l'âme. Okay. Il est guide religieux, il est imam. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il soigne les âmes, donc ouais. Donc c'est la belle référence en fait pour toi. Exact, je pense que c'est une référence pour beaucoup de monde aussi. Donc, pour moi, personnellement, c'est un modèle. Okay. Et voilà, tu es grandi. Et comment est-ce que tu fais ta rencontre avec le métier de l'audiovisuel? Parce que tu vas faire une licence, un master à l'ISTC. Exact. Donc, d'où commence tout ça, le parcours? Sincèrement, je pense que c'est difficile de le dire. Mais lorsque j'étais en seconde, je n'étais pas aussi timide en classe. Hein. Coucou à tous mes amis du lycée et tout ça. Je n'étais pas assez timide en classe. Donc, je me souviens, il y avait une annonce sur la RTI 2, je crois, dans le temps, sur un film de cinéma et tout. Et mes amis m'ont dit, mais toi, Mohamed Ali, tu as le sens de l'humour. Et je me suis inscrit à ce truc-là. C'est vrai? Ouais. Donc, j'ai suivi des cours de cinéma, tout ça. Donc, après, je me disais, dans ma vie... Pour le projet en question, tu as suivi des cours? En seconde. J'ai suivi des cours de comédie. D'accord. Tu vois, j'ai même joué, mais bon, il y a bien longtemps. Donc, c'est resté dans un coin de ma tête. Et dans ma tête, je voulais faire des films. D'accord. Tu vois, donc après, en terminale, on m'a demandé de faire un choix parce que je jouais au foot. Et j'ai dit, je vais continuer les études. Et donc, quand j'ai eu mon master, directement, j'ai vu une école de communication au Bénin. Je crois que c'était ISCA. Et après, j'ai vu l'ISTC, qui est l'Institut des sciences et techniques de la communication, Institut Polytechnique. Et après, je me suis inscrit à l'ISTC. Et j'avais beaucoup d'écoles, enfin, marketing, infographie. Et quand j'ai vu la production audiovisuelle, ça m'offrait beaucoup d'opportunités. Et pour moi, c'était ma voie. De mon premier cours de licence à mon dernier cours de master, c'était ma voie. Franchement, je ne regrette aucun cours. Je dois tout à l'ISTC, quoi. Et donc, c'est là qu'est née, en fait, ma passion pour l'audiovisuel. Et avec le temps, je faisais mes films, je vivais ma passion, en fait. Mais avec le temps, voilà, en passant de la réalisation à la photographie, je voyais que c'était vraiment ma voie. Et j'ai vraiment creusé, j'ai vraiment continué d'apprendre. Et avec la grâce de Dieu, j'ai pu faire ce que j'ai pu faire. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'en seconde, tes potes te disent que tu es drôle. Donc, tu peux faire un film ou quoi. Tu te dis, ah, pourquoi pas après le bac, tu trouves l'ISTC. Et puis, voilà, tu sais que je ne peux pas me louper. Mais à quel moment tu sais que tu es fait pour la photographie? Parce qu'après, tu vas vraiment explorer cet univers-là à fond. À quel moment tu fais cette rencontre et tu trouves que tu dois suivre cette voie-là? C'est un long parcours, mais je vais essayer d'expliquer. Déjà, à l'ISTC, la filière que j'ai choisie en licence, c'était la réalisation télé. Et après, j'ai fait le master. Donc, c'était une spécialisation en télé. Donc, après ça, j'ai fait des formations avec Canal+, tout ça, et TV5 Monde. Et quelques jours après mon stage, j'ai été contacté par une organisation internationale où j'ai été recruté en tant que consultant junior. Donc, étant là-bas... rapide? Non, rapide. Parce que là, quand on sort d'études, quelques semaines après ma soutenance. Mais en fait, étant étudiant, j'ai fait des films à l'école avec l'organisation. Ils m'ont dit, mais toi, on te rappelle, bon, tranquillement, mais ils m'avaient vraiment remarqué quand j'étais étudiant. Et donc, quand j'ai soutenu, à quelques jours même de ma soutenance, ils m'ont demandé, est-ce que tu es intéressé? Et je me suis dit, l'institutionnel, c'est un peu compliqué. Et donc, quand j'ai intégré l'organisation, j'ai vraiment aimé l'univers. Parce que là-bas, il fallait écrire, il fallait regarder, il fallait aimer la photo, il fallait aimer la vidéo. Donc, c'est ce package en fait. Et après, je voyais que mes photos étaient appréciées.
D'accord. Et avec les photos, on me demandait, ah Mohamed Ali, on te veut pour tel projet, tel projet. J'ai dit, mais là, j'aime les films documentaires, mais donc je peux basculer en fait dans la photographie documentaire. Okay. Et vu que j'aimais vraiment les hommes, j'aimais les enfants, et ayant grandi à Bobo, j'aimais vraiment communiquer sur des sujets intouchables. Okay. Et donc c'est là qu'est née en fait cette passion pour la photographie. Donc au fur et à mesure, je voyais un peu l'impact de mon travail et ça me donnait la soif d'apprendre et d'aller encore plus loin. Ouais. Et donc j'ai fait la photographie documentaire, après je suis passé en photojournalisme et après à la photographie de sport. Bah ouais, justement, quand on fait de la photographie, il y a beaucoup de domaines. Exact. Et toi, à quel moment tu sais que ben, voilà, mon travail a un impact, ça touche du monde, ben, je fais dans la photo du journalisme, documentaire et sportif. C'est quoi la différence du coup entre ces trois genres? Ok. Pour moi, la photographie documentaire, c'est une passion. Okay. C'est-à-dire, je me lève, je suis à Bobo, je vais à Koumassi, j'essaie de travailler sur un sujet qui raconte le sujet des femmes qui nettoient la commune de Koumassi. Parce que j'ai fait beaucoup d'expositions avec Aïda Moulouné, à qui je tiens un grand respect, qui est une Éthiopienne, qui m'a permis d'exposer à travers beaucoup de pays. D'accord. Donc, je travaille sur des sujets sociaux à travers la Côte d'Ivoire. D'accord. Et donc après, il y a des pays qui me contactaient, ou il y a des partenaires qui me contactaient, d'autres pays qui me disaient « Mohamed Ali, est-ce que tu pourrais faire un projet dans tel pays ?» Et c'est de là que je passe de la photographie documentaire au photojournalisme. Donc ma passion, en fait, devient une profession. Ok. Et photojournalisme, qu'est-ce qu'on montre concrètement? Le photojournaliste, je prends un exemple concret. En 2023, j'ai été contacté par une ONG qui est basée en Suède, où on m'a demandé en fait de raconter la vie des enfants qui étaient réfugiés au Burkina Faso. Au Burkina, il y a une ville qu'on appelle Kaya, avec ce qu'on vit au Burkina, on le sait tous. Donc il y a une zone qui avait près de 2500 réfugiés. D'accord. Et donc l'organisation me contacte, ils me disent « Mohamed Ali, on veut raconter la vie de ces enfants et de ces femmes qui vivent dans ce camp de réfugiés. » Au travers de la photo? À travers la photo et la vidéo. D'accord. Donc avec tes travaux, on pourrait avoir plus de fonds pour financer les études, les écoles, pour changer la vie de ces personnes. Okay. Et donc le photojournaliste en fait te permet de voyager partout dans le monde pour raconter la vie des gens. Mais là on va au-delà de la Côte d'Ivoire. Et quand je fais ça, j'ai eu la chance de faire beaucoup de pays. J'ai eu la chance de faire beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest et de l'Est. Et à un moment, c'est vrai que j'ai la soif d'apprendre, j'ai cette faim-là d'apprendre. Ouais. Et je me disais, j'ai constaté un peu en Côte d'Ivoire, la photographie de sport, j'ai voulu vraiment faire un challenge. Okay. Tu vois, j'ai même échangé avec des amis, Ange Servet par exemple, oui, Mawena, à qui on fait un gros coucou. À qui je fais un gros coucou. Je lui ai parlé de mon projet de sport. C'était un peu fou dans le temps. Et j'ai commencé à investir dans la photographie de sport. Et donc, je suivais l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, je faisais des photos. Et après, ça se passe comment? On ne les suit pas comme ça? Je me renseigne sur des matchs. Ok. Tu prends ta voiture, tu veux le carburant en fonction de la ville où le pays joue, tu t'y rends et tu fais des photos. Et pas besoin d'accréditation? Ouais, l'accréditation, il y a des process, tu vois. Et après, j'ai eu la chance d'être contacté par une organisation qui gère la communication de la Confédération africaine de football. Et c'est là que le lien est parti. Et après, aujourd'hui, je suis consultant et avec eux, j'essaie de couvrir tous les événements sportifs, principalement en Côte d'Ivoire, mais à travers le continent. Ouais. Mais en fait, quand tu commences à suivre l'équipe nationale, pendant les matchs amicaux, éliminatoires, voilà, est-ce que l'équipe nationale te remarque? Est-ce qu'au niveau du pays aussi, on te remarque dans ce domaine-là? Au niveau du pays, oui, parce qu'au départ, tu sais un peu, hein, en Côte d'Ivoire ou même en Afrique, l'activité en photographie, généralement, les gens s'orientent vers le mariage parce qu'il n'y avait pas vraiment d'opportunité. On est d'accord. Et quand tu es dans le sport, on te voit avec ton objectif. C'est un peu fun, ça fait un peu plus beau. Et au départ, il faut beaucoup de sacrifices parce que ce n'est pas forcément payant au départ. Mais avec ton travail, tu te fais remarquer et tu as un bon portfolio. Et donc, quand je fais ce travail-là, après les matchs, tu vois des joueurs qui repostent tes photos, mais ils ne te mentionnent même pas parce qu'ils ne te connaissent pas. Mais après, la Fédération ivoirienne de football, tu vois que lorsqu'il y a un prochain match, ils te mentionnent parce qu'ils ont utilisé ta photo pour faire l'infographie. Et donc, la population en griffe partage tes photos, mais les joueurs directement parce qu'il n'y a pas un contact direct. Tu vois. Mais ça arrive même après la CAN, tu vois des gens qui te disent « Ah, j'ai aimé telle photo. Ah, c'est toi, Mohamed », tu dis oui. Donc, ça arrive parfois parce que nous, on est derrière l'objectif. Normalement, on signe les photos, non? Ou pour les photos sportives, non? On te coupe parfois ta signature. Donc, même parfois pour des contrats, même avec la CAF, par exemple, enfin, tu ne signes pas forcément tes photos. Donc, tes photos tournent, mais
ça, c'est pas forcément le premier. Mais au départ, ça demande beaucoup de sacrifices. Il y a certains joueurs qui t'écrivent via Instagram, ils te disent j'ai aimé la photo, est-ce que tu peux me partager en haute résolution? Ça arrive. D'accord. Tu vois, donc c'est un métier qui est vaste, mais qui est vraiment... c'est rempli de beaucoup de passion. Okay. C'est rempli de beaucoup de passion. Tu commences par le documentaire, exact. Ensuite photojournalisme, et en ce moment tu es à plein dedans dans tout ce qui est photo sportive. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes transmettre et montrer au travers de tes photos? Parce que moi déjà, on va arriver à la CAN, mais on te laisse t'exprimer. Ce que moi j'aime transmettre, comme tout le monde le dit, hein, moi c'est l'émotion. Okay. Je suis comme on le dit, le père des émotions. Ouais. Parce que derrière, que ce soit le sport, le documentaire ou le photojournalisme, peu importe la discipline, pour moi, le plus important dans une photo, c'est l'émotion que tu transmets. Parce que l'émotion, en fait, traverse les temps. Tu vois, quand tu vois la photographie d'un joueur, on fait quelques photos de la CAN qu'on aura peut-être l'occasion de voir. Exactement. Quand tu vois les joueurs de l'équipe nationale, peu importe le temps, ça te rappelle le match, ça te rappelle la minute. Tu vois, je vois des gens lors de mes expositions qui décrivent. Et avec même les images de la CAN, j'ai eu il y a un livre qui est disponible. J'ai même pu exposer à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. On va y arriver, exactement. Donc moi, c'est l'émotion que je transmets. C'est ma spécialité, on peut le dire. Et l'émotion, comment est-ce qu'on le capte? Parce qu'on sait que voilà, pendant le match, ça va dans tous les sens. L'objectif, le photographe, il se positionne comment? Comment est-ce que tu te dis, ah tiens, c'est le moment, il faut que je capte? Ça se passe comment? Au sport, c'est compliqué. Déjà, tu choisis ta place. Okay. Là, c'est l'émotion qui vient vers toi. On va dire les actions, en fait, sont à 360 degrés. Ça passe, c'est rapide. Et donc, en photographie de sport, le plus important, c'est l'anticipation. Okay. Franchement, tu dois anticiper. Et moi, bon, je ne sais pas si c'est un coup de chance ou pas, mais j'anticipe, en fait. J'observe les joueurs. Il m'arrive parfois, en fait, d'étudier la psychologie de chaque joueur. OK. Je sais, par exemple, que... C'est assez poussé. Oui, exactement. Par exemple, Seko Fofana, il est beaucoup expressif, il a beaucoup d'expression après chaque but. Ou Adingra qui est beaucoup un peu timide. Tu vois, tu essaies quand même de voir un peu la connexion de chaque joueur. Donc, lorsqu'il y a un but, tu connais déjà la zone ou la position de chaque joueur. Donc, tu essaies d'anticiper. Et en fonction de ta lentille, tu peux peut-être voir un joueur qui est déjà dans ta zone. Donc là, tu le perds en fait. Donc, en fonction des autres qui viennent rejoindre le joueur, tu arrives à les capter. Donc, ça va super vite. Ouais. Parce que en plus des joueurs, on a le public. Ça dit que tu as l'œil, mais en mode aussi 360. Exactement. Comment ça se fait? Le public, en fait, avant chaque match, moi, je prends la température du stade. Je prends mon temps, je mets mon casque, je mets ma casquette et je tourne parce que parfois, dans le public, il y a des gens qui te connaissent, qui vont t'appeler, qui veulent des photos. Moi, ça me distrait. Donc, moi, je vais vraiment être focus. Je me promène. Tout à l'heure, quand je suis arrivé à Angers, avec mon ami Amara Sangaré, à qui j'ai fait un coucou, j'ai acheté en fait des loupes. Ah ouais. Il a commencé à rire. J'ai dit, mais ça va m'aider pendant les matchs. Je m'assois avec ma loupe, j'observe dans le public s'il y a quelqu'un qui se démarque, je vais, je fais sa photo. Tu vois, donc tu vis vraiment ton métier en fait. Toi, c'est poussé, hein. Exactement. T'as acheté une loupe carrément. Exactement. Pour me permettre d'éviter, tu vois, de faire quelques déplacements inutiles avec la loupe, j'essaie quand même cibler des personnes dans le public. Parce que même dans le public, en fait, il y a des personnes qui se démarquent, en fait. D'accord. Par exemple, tu arrives dans un stade, il y a un homme qui a mis peut-être des mèches de femme où il a une coupure qui est un peu spécifique. Donc lui, en fait, tu l'as à l'œil. Et tu sais que si son équipe marque, il va forcément avoir des expressions. Donc quand il y a une célébration, en fait, tu vas vers lui, tu sais que tu auras forcément quelque chose. D'accord. Donc il y a beaucoup de préparation et de l'anticipation, en fait, dans la photographie de sport. Ouais. Et puis, tout à l'heure aussi, dans ton discours, tu disais que tu as travaillé avec des organismes. Enfin, ton travail va parler de lui-même, sans grand effort. Et quelle est la spécificité aussi quand tu travailles avec ces organismes-là? En fait, pour que quelqu'un qui veut aussi travailler avec ces personnes-là puisse avoir des pistes, savoir comment est-ce que ça fonctionne, l'état d'esprit de cette façon de travailler, on va dire. Avec les organismes, j'ai envie de dire déjà c'est le travail. Parce que, faut le dire, j'ai eu la chance de travailler dans une organisation internationale. J'ai fait 5 ans. Et pendant ces 5 ans, je pense que j'ai fait mes preuves. Sincèrement, je pense que j'ai fait mes preuves. J'ai tout donné.
Et donc, quand je partais, je l'ai su parce que des collègues du Ghana, de tous les pays, franchement, ils m'ont contacté. Mohamed Ali, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mohamed Ali, pourquoi tu t'en vas? Je me suis dit, je pense que j'ai beaucoup donné. C'est vrai que je suis jeune et j'ai vraiment pris la décision. Je pense que c'était le meilleur moment pour moi de prendre cette décision. Et c'est là que, je pense, 2 mois après, parce que j'ai arrêté en janvier 2023, j'ai créé mon entreprise en mars, c'est-à-dire 2 mois après. Donc, je me sentais prêt pour démarrer mon entreprise. Donc, pour le conseil, quand je parle de travail, parce que la majorité des gens qui me contactent sont des gens avec qui j'ai travaillé, qui ont démissionné, qui sont dans d'autres entreprises, ou peut-être des gens qui me recommandent, qui disent Mohamed Ali, il est fiable, il est discret, il est professionnel, tu vois, donc c'est ce que tu donnes qui revient à toi. Et le savoir-être aussi compte. Le savoir-être, comme je l'ai dit dans mon introduction, ça compte, franchement, pour moi, le savoir-être compte à 70%. Moi, je pense que le talent ne suffit pas. D'accord. Il faut être talentueux, mais il faut une bonne dose de savoir-être. Parce que tu peux être talentueux, mais le savoir-être, en fait, permet aux gens de te revoir ou de te recontacter ou même de te recommander sur un autre projet. Voilà, pour pousser un peu peut-être les recommandations, moi je pense qu'il y a des organisations que moi j'ai contactées via Instagram, par exemple, où j'ai proposé mes services. Ils ont demandé mes portfolios et ils m'ont contacté directement, qui n'étaient même pas en Côte d'Ivoire. Donc il faut un peu d'audace aussi. Voilà. C'est super important d'être audacieux dans ce métier-là. Et tout à l'heure, tu parlais du fait que tu as créé ton entreprise. On va se dire, bon, quand on travaille avec des organismes, on se dit c'est trop bien payé. Pourquoi tu décides de te mettre à ton propre compte? Parce que j'ai confiance en mes capacités et je pense que la grâce de Dieu m'accompagne aussi. Donc, j'ai confiance en mes capacités et je pense que la grâce de Dieu m'accompagne. Donc, avec ça, je sais qu'on va y arriver, moi et mon équipe. D'accord. Et qu'est-ce que vous proposez concrètement, finalement, avec ton équipe? Est-ce que c'est des films institutionnels? C'est que de la photographie? Est-ce que c'est de la matière audiovisuelle? C'est de la fiction? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? On accompagne les institutions parce que généralement, c'est plus des films documentaires ou des films d'entreprise. Et aussi, en tant que photojournaliste, ce sont les mêmes services qu'on essaie de rendre. Et là, cette année, il y a beaucoup de clubs de football qui m'ont contacté. Donc, on va accompagner pas mal de clubs de football. Que ce soit l'image du club, du président ou même des joueurs. Parce que le sport aussi fait partie de notre ADN. Exact. Et aujourd'hui, c'est bien évidemment du travail que tu crées. Tu participes à l'économie du pays. Exactement. Et c'est combien de personnes pour travailler, pour pouvoir produire un résultat pareil? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des projets. Je prends l'exemple de Africa CEO Forum, qui est un grand événement qui a eu lieu en mai 2025, cette année. Je pense qu'on était 16. Donc, il y avait 16 personnes dans mon équipe, y compris des photographes et des vidéastes. Donc, ça dépend des projets. Il y a des projets qui nécessitent 5 personnes, il y a des projets qui nécessitent 10 personnes. Donc, en fonction du projet, en fonction du budget, on arrive à déployer l'équipe nécessaire afin de pouvoir satisfaire les différents clients. Et tout à l'heure, on a parlé de la CAN brièvement. On sait que tu nous as régalé pendant cette compétition. On a eu de l'émotion, de la puissance. On a eu du partage. Et comment est-ce que tu prépares vraiment la CAN dans ton pays, la Côte d'Ivoire? Comment ça se passe aussi pour les accrètes, pour les personnes qui veulent bosser sur une telle compétition? Est-ce que parce qu'on est ivoirien, donc on connaît 2-3 personnes, ça passe crème? Ou non, il y a une démarche spécifique? Et puis, comment est-ce que tes photos sont utilisées spécifiquement aussi par les pages officielles, etc.? La CAN 2024, c'était un challenge de fou, comme on le dit. Parce que moi, j'ai commencé la photographie du sport en 2021. C'était pendant la CAN au Cameroun. Donc la CAN en Côte d'Ivoire, c'était ma première fois. Il y avait un challenge. Mais moi, avant ça, comme j'ai dit, j'étais consultant pour une agence qui gère la communication de la CAF, donc qui est basée en Sud-Afrique, je précise. Donc moi, j'étais déjà dans la base de données. Donc j'ai créé, en fait, je me suis inscrit dans la base de données de la CAF. Donc, étant dans la base de données de la CAF, tu soumets ta demande d'accréditation pour la CAN. Donc là, il y a beaucoup de patience. On avait près de 5000 demandes et c'était la toute première fois dans l'histoire de la CAF. Il n'y avait jamais eu plus de 5000 demandes de journalistes pour être accrédités à la CAN. Cette CAN était attendue.
Donc, lorsque la première vague est sortie, il y avait mon nom. Je ne dis pas que j'étais surpris, mais ça va, tu vois, c'était tranquille. Mais pendant la CAN, le plus grand challenge, c'est que moi, je devais me régaler en tant que photographe. Ok. Parce que quand tu travailles pour toi seul, il y a une manière d'exprimer tes images, il y a une manière de t'amuser, il y a une manière de raconter. Ok. Et après, moi, je travaillais aussi avec la CAF. Donc là, il y a une exigence. Et à côté de ça, je travaillais aussi pour Total. Eh ben. Tu vois, donc j'avais tous ces trois calendriers à gérer. Ok. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Mais le petit couac, c'était en finale. Je ne savais même pas que la Côte d'Ivoire serait en finale. Et dans mon contrat avec Total, en fait, il devait couvrir la finale. Okay. Tu vois, donc on arrive en finale, il y a la Côte d'Ivoire qui joue. Je dois bosser pour la CAF, je dois me faire plaisir et je dois bosser pour Total. Okay. Donc c'était chaud. Donc avec mon équipe, je fais un gros coucou à mon assistant, Mohamed Koné. Lui, il s'est occupé de Total. Avec la CAF, on a géré et après, j'ai pu gérer mes images. Okay. Donc c'est un peu ça. Mais franchement, les images avec les pages officielles, généralement les pages officielles, enfin, récupérer les images sur ma page pour les relayer sur les pages. Et donc quand c'est la CAF qui publiait qui n'était pas vraiment signée, donc enfin, les images partaient dans tous les sens. Mais par la grâce de Dieu, il y a eu beaucoup de reconnaissance parce qu'après, il y a eu le livre, comme je te dis, le livre de la CAN de l'hospitalité. Et je pense que le livre était composé en griffe à 60 à 59% de mes images. Incroyable. Donc là, le livre a été produit avec l'agence. Je fais un gros coucou aussi à Mahama qui a piloté le projet. Donc il y a eu beaucoup de reconnaissance par la grâce de Dieu. Il y a la question aussi de droit d'auteur. Exactement. Bah ouais. C'est pourquoi je dis comment est-ce que tu gères tout ça? Parce que c'est pas que de faire des photos et puis on passe à autre chose. Non, il y a la question de droit d'auteur et puis il y a l'argent aussi qui vient dedans. Exactement. Non, là, il y a un long processus. Les droits d'auteur, par exemple, dans le domaine du sport, c'est un long processus. En fait, soit tu travailles pour un client qui lui te paye en fonction des droits, tu prends ton argent et lui il fait ce qu'il veut des images. Mais après, il n'a pas forcément le droit de vendre les images. Et lorsqu'il doit faire une exposition, il te recontacte et de façon conjointe, on fait l'exposition. Mais derrière, en fait, ce qu'il paye après, c'est peut-être le fait de s'inscrire sur des pages payantes. Et là, ça rapporte beaucoup d'argent. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de le faire parce que c'était ma première CAN. Et je pense que j'ai beaucoup, j'ai accumulé beaucoup d'expérience. Donc là, je me prépare en conséquence pour la CAN au Maroc très bientôt. Donc là, je suis... prêt pour recevoir ton dû. Je suis prêt. Je suis prêt pour bénéficier de tout ce que j'ai fait comme effort lors de la CAN 2023. Ok, on l'espère aussi pour toi. Et le truc, c'est que quand tu fais ton taf, Internet aussi, on se régale. Exact. Il y a ça aussi qui compte ou pas? Ça. On se dit, ah oui, je travaille pour la CAF, Total, machin et tout, mais il faut que je fasse aussi quelque chose pour les personnes d'Internet. Parce que quelque part, ce sont eux qui vont faire voyager le travail. Exactement. Généralement, bon, moi je le dis, je ne travaille pas forcément pour les gens d'Internet, ça compte parce qu'il y a beaucoup qui me suivent, mais moi j'aime préciser cela quand je parle à mes étudiants. Lorsque je publie mes photos sur ma page, je pense généralement aux amoureux de la photographie, aux amateurs de la photographie et aux étudiants. Parce que quand tu vois un peu ma technique, mes photos, forcément, je ne pense pas forcément aux pages people. Tu vois, mes photos sont plus composées, la lumière, tu vois, je suis vraiment dans l'art. Donc généralement, c'est plus des passionnés en fait, qui comprennent en fait, ce que je publie comme contenu. Ce n'est pas vraiment du sensationnel, mais c'est vraiment de la technique. Tu vois, ça part de la composition, la règle des tiers, là, tu vois, donc c'est un peu la maîtrise de son appareil, le jeu avec la lumière du jour, intérieur, extérieur. Donc après chaque publication, tu vois, j'ai des vingtaines, des cinquantaines même de messages qui me demandent comment tu as fait ça, quel équipement tu as utilisé. Moi, ça me plaît de discuter avec des gens via Messenger. Ça me fait vraiment plaisir de partager parce que je pense que partager, c'est recevoir. Exact. Et comme tu le disais, partager, c'est recevoir. Tes images vont être partagées surtout par l'équipe Grand Magazine de foot. C'est une récompense quand même, une très belle récompense. Oui, c'est une récompense. Parce qu'après, ça développe aussi une confiance personnelle. Ça te dit, ah mais là j'ai fait un choix il y a quelques années. Là, je voulais m'amuser. Aujourd'hui, c'est un métier. Et là, tu te dis, il y a encore des petits frères qui me regardent. Donc, à moi de leur dire, OK, le fait de choisir Mohamed Ali comme modèle, comme mentor ou comme grand frère, ce n'est pas une erreur. Donc, à moi de travailler encore 2 fois, 5 fois, 10 fois plus pour maintenir les caps. Tu vois, donc, c'est un challenge aussi pour moi. Tes photos vont être utilisées aussi par Jeune Afrique.
très grands magazines africains. Exactement. Ça, c'est pour le côté photojournalisme ou c'est dans quel cadre ils vont l'utiliser? Photojournaliste, un peu chef d'entreprise aussi, parce que là, c'est avec mon entreprise qu'on a eu le contact. Comme je l'ai dit tantôt, c'est avec Africa CEO Forum, qui est organisé par Jeune Afrique. Donc là, ça fait, c'est la 2e édition, donc avec qui je collabore sur ce projet et ça se passe super bien. Donc c'est toujours une reconnaissance et je pense que c'est dans le processus aussi de développement de carrière. Et donc on continue d'apprendre, on continue de donner, on continue d'apprendre surtout. C'est ça le plus important. Effectivement, on continue d'apprendre et finalement, tu apprends, tu donnes, tu reçois et les prix vont arriver. Est-ce que ça, tu t'attends? Parce qu'au départ, tu as juste envie de faire ton travail, ce qui te passionne. Tu penses pas, enfin, je ne vais pas dire tu penses pas, mais tu t'attends pas à ce que ton travail touche autant de personnes et à ce que tu sois nominé, que tu reçoives des prix, tout ça. Mon parcours à ce niveau, il est tellement atypique. Je pense que j'ai un parcours normal, école, tu vois, mais au niveau des prix, mon parcours, il est atypique. En fait, pour ceux qui me suivent, tu vois, depuis 2015, j'ai au total 15 à 16 prix. Eh ben? J'ai même remporté un prix à Lyon en 2018. En fait, j'ai eu beaucoup de prix quand je n'étais pas connu. Et c'est après, les gens ont commencé à me connaître. On va dire les 5 dernières années, tous les prix que j'ai eus, ce sont les prix de reconnaissance. Parce que je n'ai participé à aucun concours depuis 2019. Ok. C'est quand j'étais plutôt étudiant, tous mes projets école, j'ai remporté des prix ici et là, au FESPACO, tu vois. Franchement... Parle-nous un peu du prix du FESPACO et puis quels sont les prix qui t'ont vraiment touché et que tu dises que non, Mohamed Ali, tu tiens quelque chose, mets tout ton amour, ton cœur, ton sérieux. Tous mes prix m'ont touché, hein. mais le premier prix, bon, on va dire à Lyon. J'avais fait un film en 2018. Le festival, c'est le festival de l'image. Donc, il y avait une phase organisée en Côte d'Ivoire. Mon film était le meilleur film court-métrage en Côte d'Ivoire. Et après, on a compétit au niveau international. Et c'était le premier film qui remportait le prix subsaharien. Et donc, le concours était en France. Ça, c'est le premier prix. Mais il y a un autre qui m'a un peu touché. C'était un prix école. Là, j'étais encore à l'ISTC. En fait, c'était avec maman. Quand j'ai commencé le domaine de l'audiovisuel, elle me disait, non, mais l'audiovisuel... En fait, elle pensait à la comédie. Tu vois, parce que ma mère, elle, c'est... La discipline que j'ai, la rigueur, c'est ma mère, quoi. C'est franchement, je tiens ça de maman. Donc pour elle, en fait, l'audiovisuel, les gens n'ont pas forcément cette compréhension. Parce que le fait de faire la communication, moi, je suis pratiquement le premier dans ma famille. Tu vois. Donc c'était un parcours, c'était beaucoup risqué. Et je devais aussi me battre pour leur dire, ok, je ne me suis pas trompé. Donc quand j'ai eu le prix, elle est venue à l'école. C'était comment on appelle le truc, les pratiques professionnelles à l'ISTC. Ouais, pour la fin de parcours. Tu vois, les meilleurs films, tout ça. Et mon documentaire était sélectionné. Donc maman, elle arrive à l'école où les ministres sont là, le film doit passer. Donc elle arrive, Mohamed Ali, tout le monde applaudit, tu vois. Elle a un mode de gars, elle est connue, elle ne comprend pas forcément si c'est le même fils. Tu vois, elle était, franchement, ça, je peux jamais oublier. Mais après ça, maman, elle a adopté mon métier, elle a adopté mon travail. Quand j'étais encore à la maison, même quand j'étais en voyage et que je devais faire des locations de matériel, c'est maman qui donnait le matériel. On fait appel vidéo, ah, la lumière est ici, le flash est ici, c'est maman qui gérait ça. Franchement, ça, je ne peux jamais oublier, en fait. Franchement, c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Et aujourd'hui... Tu fais des expos photos, tu explores, tu as une forme de liberté. Ça, c'était important. Ça, c'est beaucoup important parce que pour moi, comme le disait l'un de mes professeurs, Ananias Lekidago, qui a fait pratiquement toute sa vie en France ici, il m'a dit, tu as beau être un photographe, mais tant que tu n'exposes pas, tu n'es pas encore dans l'histoire. Et ouais. Quand même. Tu n'es pas encore dans l'histoire. Donc, avec Aïda Mounoulé Studio, j'ai fait pas mal de studios. Aujourd'hui, avec l'Institut français, le musée Adama Tungara d'Abobo, j'ai fait des expositions. Il a le RAL, comme je l'ai dit, en octobre 2024. Pendant mon exposition, il y a madame l'ambassadeur des États-Unis qui vient, madame Jessica Ba, qui me dit, franchement, j'adore tes œuvres. Ah là là. Elle a pris ma carte de visite. Quelques mois après, elle me contacte et mes œuvres sont exposées au sein de l'ambassade des États-Unis de Côte d'Ivoire.
Ça aussi, c'est une forme de consécration. C'est un temps de consécration. Et là, quand tu arrives, je t'ai invité avec José, l'artiste de Côte d'Ivoire. On est reçu dans son bureau personnel. Elle me pose le drapeau des États-Unis à l'épaule. Après, franchement, là, on se dit, il y a encore beaucoup à faire, mais on remercie Dieu pour le petit truc qu'on a fait. Ouais. Tu vois, c'est aussi ça, aussi la beauté de ce métier-là. Et on est pratiquement à la fin de l'émission. Exact. On sait que Mohamed Ali a fait tellement de choses. Et à partir de maintenant, on constate qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de photographes. Il y a pas mal de photographes, les gens ont des DA, les gens sont assez structurés. Est-ce que ce secteur-là prend un autre tournant dans le secteur audiovisuel, dans les métiers au niveau du pays, quoi? Bon, c'est normal, hein. Nous, aujourd'hui, on va dire avant, quand tu dis que tu es photographe, tu n'étais pas forcément respecté. Tu vois, on se dit peut-être, il vient à la photographie parce qu'il a raté sa vie, il vient à la photographie parce qu'il a échoué dans la vie. Mais non, aujourd'hui, on comprend que le métier de la photographie, c'est un métier indispensable. Le président de la République, il a son photographe personnel. Le Premier ministre, il a son photographe personnel. Pratiquement tous les ministres, les directeurs généraux, on va dire, la photographie aujourd'hui est indispensable. Et la gestion surtout de l'image par la gestion de l'image aujourd'hui, parce que on le dit, quand tu te lèves, tu vas dans un événement sans photographe et après tu vois ton image qui est mal utilisée, ça fait peur. Donc nous, ça nous fait plaisir, même pas nous, parce que nous, on profite en fait du combat que les grands frères ont fait. Exactement. Que ce soit Seibou, Traoré, que ce soit Aziz Touré, c'est les grands frères qui ont combattu, qui se sont battus. Nous, aujourd'hui, on prend le relais et on a le devoir en fait de faire de sorte que nos petits frères viennent et qu'ils soient dans ce privilège-là. On doit peut-être même imposer le prix minimum du photographe par jour ou même par heure. Ce sont des choses qui vont arriver, mais c'est avec le sérieux, c'est avec la discipline, c'est avec le respect de l'art qu'il faut vraiment pratiquer ce métier-là. Donc on est encore fiers de voir ce qu'on constate, mais il y a encore beaucoup reste à faire. Et on sait que c'est bientôt la CAN du côté du Maroc. Exact. Ça se prépare. Ouais, on peut en savoir un peu. Je pense déjà qu'il faut trouver un temps. Parce que le challenge, c'est que la CAN en Côte d'Ivoire s'est déroulée en janvier. Janvier-février, c'était bien pour nous. Mais là, la CAN au Maroc, c'est en décembre. Et en décembre, avec les institutions, on a beaucoup de projets qu'il faut exécuter. Donc moi, il faut vraiment trouver le temps, comment être absent pendant un mois. Mais bon, je fais confiance à mon équipe. Donc, je me prépare surtout au niveau du planning. Sinon, psychologiquement, mentalement, techniquement, même en termes des équipements, je suis déjà prêt. Je suis déjà prêt. Et ben... C'est juste le timing, on prie le bon Dieu. On espère qu'on sera en très bonne santé. Et après, on va faire ce qu'on a l'habitude de faire. Ok. Yes. Et pour terminer, un petit mot au public de Confessions Créatives, aux jeunes aussi qui veulent se lancer dans ce beau métier artistique. À tous les jeunes qui me suivent. Il y a même des plus âgés qui me suivent. Hein. Ben voilà. Je pense que la photographie est un métier universel. Toutes les techniques, en tout cas que moi j'ai appris en Côte d'Ivoire, peu importe les pays où je me trouve, j'arrive à le pratiquer. Donc en termes d'emploi, c'est une porte de sortie. En termes de passion, tu arrives à t'exprimer. Et en termes d'opportunités, en tant que photographe, on a la place partout dans le monde entier. Donc, vivez ce métier-là et il y a la place pour tout le monde. Il y a à manger et à boire pour tout le monde, comme le dirait l'un de mes professeurs. Et puis, lorsque vous êtes dans ce métier, et peu importe la discipline dans laquelle vous vous trouvez, n'oubliez jamais, le savoir-être est plus important que le savoir-être. C'est mon mot de fin. Hein. Ok. Ben voilà, sur ces mots de Mohamed Ali, nous vous disons au revoir. Merci d'avoir suivi Confessions Créatives. Comme vous le savez, on s'abonne, on commente, on partage. Et surtout, n'hésitez pas aussi à nous mettre en commentaire comment est-ce que vous avez trouvé l'émission et si vous avez surtout des propositions d'invités. Sur ce, on vous dit bye bye et à très prochainement. Bye. À très bientôt.